Salutations, Sayon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le format est un peu différent puisque je suis assise face à vous, vous face à moi. Ça veut dire qu'on va discuter. Avant tout cela, n'hésite pas à liker la vidéo, me dire en commentaire si le format te plaît. Évidemment, la partager. Active aussi la cloche de notification, comme ça, à chaque fois que je poste une vidéo, tu seras notifié. Bien, allons-y. Aujourd'hui, ça fait officiellement 5 ans que j'ai pris la décision de m'installer à Paris, 5 ans que je vis à Paris, et c'est donc le moment parfait pour moi de vous parler de cette expérience, du début, du milieu, pas de la fin, vu que j'y suis encore, d'autant plus que j'ai reçu énormément de questions sur le sujet sur Instagram. D'ailleurs, merci à vous d'avoir pris le temps de mettre vos questions dans la boîte à questions. Je profite de cet instant pour vous inviter à me suivre sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif, là où je communique le plus souvent et le plus facilement avec vous. Alors, je préfère vous prévenir, la vidéo va peut-être être très difficile parce que je ne compte pas mentir, je ne compte pas embellir une expérience, je compte être totalement transparente et honnête avec vous, ce qui implique que des amis très proches, des membres de la famille aussi, vont découvrir en même temps que vous, je suis déjà nerveuse, vont découvrir en même temps que vous des petites dingueries que j'ai vécues ici et là et que j'ai vécues toute seule. Ne m'en voulez pas, vous savez que ce n'est pas mon style. En général, je vis les choses seule et une fois qu'elles sont réglées, j'en parle. Ne m'en voulez pas, ce n'est pas contre vous, c'est juste que c'est mon mécanisme qui est fait comme ça, ok? Trêve de blabla. Pour vous expliquer un petit peu comment la vidéo va s'articuler, moi je vais commencer à vous donner mon histoire, mais il y a des parties de mon histoire qui coïncident parfaitement avec les questions que vous m'avez posées. En fait, ma vie à Genève, elle a toujours été très plate en termes de projet, en termes d'accomplissement, en termes de tout en fait. J'ai toujours trouvé que c'était un peu plat parce que je suis quelqu'un de très émotionnel et de très énergie. Et j'ai toujours su au fond de moi que j'étais pas forcément au bon endroit, j'étais pas forcément là où il fallait que je sois pour devenir la meilleure version de moi. Pendant très longtemps, j'ai essayé de trouver un petit peu des solutions que je trouvais dans mes études parce que au final, je faisais de bonnes études. Pour rappel, j'ai fait des études de droit, des études d'économie. Et en fait, vraiment, ça allait. C'est des filières que j'aimais bien, que j'ai bien aimé découvrir, que j'ai bien aimé apprendre. Mais c'était des filières dans lesquelles je ne me voyais pas. C'est en fait à partir de là que j'ai commencé à me dire, ok, si je ne veux ni faire ça, qu'est-ce que je veux faire? Je savais que j'étais appelée à faire autre chose, à découvrir d'autres choses, à créer même, comme je suis en train de faire là tout de suite. Mais je sais pas, j'étais pas encore arrivée à un état où je pouvais me dire go, je le fais. Donc ça, c'est vraiment une partie de ma vie. Ensuite, une autre partie de ma vie, c'est que ma famille est à Genève. Et le contexte familial dans lequel j'ai vécu et dans lequel j'ai grandi n'était pas un contexte familial stable. Là, je me suis retrouvée avec deux choses au fond de moi qui commençaient déjà un peu à, à se battre. D'un côté, mes études, je les aimais bien, mais je savais que finalement, c'était pas ma voie. Et d'un autre côté, ma vie plus personnelle, on va dire, c'est-à-dire ma vie familiale, n'était pas une vie dans laquelle je pouvais m'épanouir et être la meilleure version de moi-même. Ces deux choses-là représentent, à mon sens, l'élément déclencheur. Et aussi, ça c'est vrai que je n'en parle pas assez, et aussi le fait qu'autour de moi, toutes mes amies avaient l'air épanouies. Mais quand je vous dis épanouies, c'est dans le sens où non seulement elles aimaient ce qu'elles faisaient, mais elles avaient l'air heureuses de faire ce qu'elles faisaient. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, en fait, quelque part au fond de moi, je me disais, je veux être épanouie comme ça. Comme moi, je suis une éternelle insatisfaite et la fille qui réfléchit tout le temps, qui a toujours plein de questions. Et ben en fait, je me suis demandé, qu'est-ce que tu veux? La réponse était simple et peut-être un peu bizarre. Je passais énormément de temps sur les réseaux sociaux. Encore maintenant, mon temps d'écran encore maintenant, il est un peu bourbier et je sais que le vôtre aussi, donc essayez de pas me juger, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que non seulement je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais je prenais beaucoup de plaisir. J'y faisais pas grand chose, hein. Je faisais mes petites vidéos, je faisais même pas des vidéos à l'époque, qu'est-ce que je raconte? Je faisais des petites photos ici et là et je les postais, vous savez à l'époque on mettait des lentilles là, c'est ça je faisais sur...
C'est ça que je faisais sur Internet. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement des réseaux sociaux. Je commençais vraiment à suivre des marques sur les réseaux sociaux et à essayer de voir comment est-ce que les marques réfléchissaient le contenu et comment est-ce qu'elles rentraient en contact avec leur audience. Et à partir de là, je me suis dit, oula, est-ce que je peux étudier ça? Donc j'ai commencé à chercher des écoles en Suisse et honnêtement, j'en ai pas trouvé. À cette époque, c'était en 2019, je m'en souviens, j'en ai pas du tout trouvé. Je me suis dit, tant pis, les études que je fais en ce moment me vont très bien finalement, donc j'ai pas besoin de chercher autre chose. Sauf que, quand une graine est plantée quelque part au fond de votre âme et que cette graine est en fait votre voix, croyez-le ou non, ça va venir. Vous allez dire, non, c'est bon, machin, ça va revenir. Et en fait, c'est revenu. Plus je vivais à Genève dans mon train-train quotidien et plus dans ma tête, je me disais, je ne suis pas au bon endroit. Je n'ai pas trouvé d'école à Genève. J'ai donc décidé de chercher ailleurs. Ça fait vraiment écho à la question qu'une de vous m'a posée. Est-ce qu'il y avait plusieurs choix de pays qui s'offraient à toi? Si oui, lesquels et pourquoi avoir choisi Paris? Alors oui, il y avait plusieurs choix de pays. D'ailleurs, mon premier choix, c'était l'Irlande. C'était un de mes premiers voyages solo, l'Irlande, et j'avais beaucoup aimé parce que ça me rappelait beaucoup la Suisse. Et je me suis dit que je n'allais pas être complètement dépaysée, vous voyez. Le problème avec l'Irlande, c'est que j'étais en retard sur les inscriptions. Il fallait que je trouve une solution que j'ai cherchée sur Internet. École de communication avec une rentrée tardive. Honnêtement, c'est exactement les mots que j'ai tapés sur le moteur de recherche. Et ça m'a donné une école à Paris, l'école supérieure de publicité qui avait une rentrée au mois d'octobre. Le fait de tomber sur cette école, moi je l'ai vraiment vécu comme, je sais pas moi, une réponse à mes prières internes, vous voyez. Et là je me suis dit, B9, cette école, j'ai appelé, j'ai toutes les infos, je vais aller dire ça à mon père. J'arrête les études de droit. Je me gratte parce que c'était une conversation, c'était une conversation très sport. Je me suis dit que j'allais aller dire à mes parents que j'arrête les études de droit et les études d'économie pour m'inscrire dans des études de publicité et de communication à Paris. Les gars, c'était chaud. Cette conversation, c'est une autre vidéo, ok? La conversation de moi qui annonce à mes parents bien africains, là, bien africains, hein, que le droit et l'économie, ça m'intéresse pas, mais que je veux faire des publicités, ma belle. Ça, c'est une autre vidéo, ok? Après avoir fait toutes ces démarches, j'ai commencé à réaliser que ma vie allait potentiellement changer. C'est dans cette période-là que j'ai réellement commencé à dealer avec des émotions qui étaient très compliquées et je suis reconnaissante, mais alors tellement reconnaissante d'avoir été soutenue. Et j'ai été soutenue par une personne. Je sais que là tout de suite vous vous dites « Ouais, c'est ton papa il est génial », archi pas. C'était archi pas lui. D'ailleurs, s'il y avait même une personne qui était contre cette décision, c'était mon père. Et justement, un des sentiments pour moi les plus difficiles à gérer, c'était le fait de ne pas être en accord avec la volonté de mon père. Pour la première fois depuis que j'étais née, même je crois, mon père a dit « niet ». Il a dit non seulement je te dis non, mais si tu continues dans ta tétutesse à me parler de pub, machin, blablabla, tu vas être solo. Donc là où tu pars dans Paris, là, considère que tu es toute seule. Je vous laisse 2 secondes là pour digérer, parce que moi aussi j'ai eu besoin de 2 secondes pour digérer. Donc je vous disais que j'ai été soutenue par une personne et cette personne c'est JN. JN a été là pendant tout le processus. Et vraiment, je souhaite à tout le monde d'avoir une amie comme ça parce que son soutien, il n'était pas conditionné. Elle était plutôt en mode, si c'est ton rêve, si tu sens au fond de toi que c'est ce que tu dois faire, alors non seulement je te soutiendrai, mais je garderai le secret. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir à un moment donné ou à un autre un tel soutien. Donc merci beaucoup JN. On est au mois d'août 2019 où vraiment tout commence à aller très vite et où je me rends compte qu'en fait je vais prendre la décision et je vais sauter le pas. Une chose qui me retenait dans ma décision, c'était le fait que mon père n'était pas d'accord, mais une autre chose qui m'encourageait dans ma décision, c'était qu'au fond de moi, je sentais que je prenais la bonne décision et que ça allait être bien pour moi, et aussi parce que j'ai ma cousine qui vit à Paris, et elle m'a dit, écoute,
Pour tout ce qui est hébergement, même nourriture, etc., quand tu vas arriver, ne te prends pas la tête avec ça. Je gère. Juste, tu viens, tu essaies de te battre pour te trouver un stage, un travail, n'importe quoi, mais quand tu arrives, sache qu'au moins tu as un toit. Et ça m'a énormément soulagée, parce que je vous dis la vérité, je n'avais pas énormément d'économies. J'avais un tout petit peu d'argent de côté, mais vraiment, je n'avais pas de quoi vivre dans un autre pays. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est m'occuper de m'inscrire à l'école, passer le concours, parce que oui, il y avait un concours d'entrée dans cette école. Passer le concours, réussir le concours et commencer ma nouvelle vie. Ok, c'était vraiment ça. Et ni une ni deux, littéralement de août à septembre. Vraiment, ça s'est fait comme ça. Donc, à la question, est-ce que le processus entre la décision et le passage à l'acte a été long? La réponse est non. Le processus était très court, en fait. Entre le moment où j'ai décidé et le moment où je suis partie, bah, il y a eu un mois, les gars. Il y a eu juste un mois. Et d'ailleurs, j'ai pris un aller sans retour pour Paris. Sans penser au fait que, qu'est-ce qui se passe si je rate le concours d'entrée dans cette école? Qu'est-ce qui se passe? J'y ai même pas pensé. J'ai pris un aller simple pour Paris. Qui fait ça? Genève-Paris, c'est 3 heures. Les 3 heures, là. C'était les 3 heures les plus longues de toute ma vie. J'ai eu l'impression d'avoir fait 3 ans dans le train. Je vous promets que toute ma vie a défilé. Mes études, mais je me suis posé toutes les questions existentielles du monde. J'ai ressenti tellement d'émotions. En fait, d'un côté, j'étais super excitée parce que je me disais, ça y est, j'ai enfin tapé du poing sur la table. J'ai pris une décision pour moi qui va m'aider. Une décision avec laquelle je suis vraiment genre en raccord. Une décision qui au fond de moi me rend fière parce que je sais que j'ai pris la bonne décision. Mais en même temps, j'avais honte. J'avais honte parce qu'en fait, je me disais, purée, je vais débarquer à Paris, je vais recommencer à zéro. Au moment où moi j'aurai un bachelor, mes copines auront déjà un master, certaines seront déjà en train de travailler, je serai en retard sur tout. Vous sentez le... Est-ce que vous sentez le self-sabotage faire son petit bout là dans ma tête? Je me disais ça. D'un autre côté, je me disais, si ça merde, je ne peux pas appeler mon père parce que mon père n'est pas d'accord avec moi, parce que mon père ne me soutient pas. Pour une fois, quand je serai dans la merde, je ne pourrais pas appeler mon père. Et ça, pour moi, c'était le truc le plus difficile qui me soit jamais arrivé. Et en plus de ça, dans le même train, je me rends compte qu'en fait, je ne peux pas échouer. Vous voyez ce qui se passe dans ma tête dans 3 heures là? Autant vous dire que j'ai chialé. Le train là, le train du 24 septembre, c'était vraiment le train de la remise en question. Ce train là, c'était chaud. Donc vraiment, je suis passée par tout plein d'émotions, mais vraiment, c'était chaud. Écoutez, je veux pas vexer les Parisiens, ok? Mais vous êtes les seuls à penser que votre pays est génial. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Chez vous, c'est Bourbier. Donc, j'appréhendais le fait que Paris soit Bourbier, comme je vois à la télé là. Hein? Comme je vois à la télé là, c'est ça que j'appréhendais. Je me disais, Seigneur, je vais me retrouver dans les émeutes, je vais me retrouver dans des quartiers un peu bizarres, chelous. Enfin bref, tout ce que je vois à la télé, c'est ce que j'appréhendais. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé, mais on ne juge pas. J'arrive donc à Paris, je passe le concours. Ah d'ailleurs, anecdote, j'ai raté le concours. Oui, j'ai raté le concours d'entrée dans l'école de communication pour laquelle j'avais pris un aller sans retour pour venir à Paris. Mais j'ai quand même intégré l'école. C'est pour vous dire à quel point ce chemin-là, c'était mon chemin. Et vous savez pourquoi j'ai intégré l'école? En fait, vous avez une partie écrite, mais après vous avez un entretien avec la responsable pédagogique et le directeur, je crois, je me souviens plus, c'est un peu vieux. Et donc je vais voir ces gens-là pour l'entretien, donc je passe l'entretien avec eux. Et je me souviens qu'elle commence l'entretien en me disant, écoutez Andy, je vais être très franche avec vous, vous avez loupé le test. Je ne m'effondre même pas. Je vous jure qu'elle me dit ça, je ne m'effondre pas. Je suis là en mode, ok, finis de me dire ce que tu as à me dire. Et ensuite, je rentre chez moi et puis je réfléchis à ma vie, vous voyez. Elle me dit que le truc dans notre école, c'est qu'il y a une règle. La règle, c'est le joker. Le directeur, la responsable pédagogique et je crois un membre de jury, je sais plus, chacun d'entre eux a un joker. Ça veut dire que dans tous les candidats qui vont recevoir,
tous les tests qu'ils vont faire passer, ils ont le droit, à un moment donné ou à un autre, de mettre un joker sur l'étudiant de leur choix. Et ça veut simplement dire que soit ils ont confiance en l'étudiant, soit ils ont vu en l'étudiant quelque chose que les tests n'ont pas réussi à montrer. En gros, ils ont un joker. Et elle me dit que depuis qu'elle est responsable pédagogique, elle n'a jamais posé de joker avant moi. Et qu'elle prenait le risque de poser son joker pour moi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai intégré l'école supérieure de publicité, parce que quelqu'un a cru en moi, en fait. Elle m'a dit, j'ai lu votre dissertation et j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi une communicante, quelqu'un qui connaît son métier, quelqu'un qui sait où aller, alors je vous donne mon joker. Et je sais que je ne vais pas me tromper. La preuve, c'est qu'elle ne s'est pas trompée parce que j'ai été diplômée, ma gueule. Sprinkle, sprinkle. Et là, ma vie à Paris peut, entre guillemets, vraiment commencer. Parce que du coup, je vais intégrer l'école, je suis hébergée, je vais un petit peu me débrouiller pour trouver un stage, etc. Parce que bon, je connais personne. Et ça, c'est parfait parce que ça fait la transition avec une question. Est-ce que tu avais déjà un cercle sur Paris? Sinon, comment tu l'as développé? Je n'avais aucun cercle sur Paris. Je devais tout reconstruire. Et ça tombe bien parce que finalement, les campus universitaires sont faits pour ça, pour rencontrer des étudiants, rencontrer des gens et tout ça et tout ça. Mais les gars, ça n'a pas été le cas pour moi dans ce campus. J'ai vécu un enfer dans ce campus. Pas un enfer académique, un enfer humain. J'étais avec des gens de 18 ans, 19 ans. Je crois que 19 ans, c'était le plus vieux que j'avais dans ma classe. Hein. Vraiment, c'était ça. Et moi, j'étais là, avec mes 24 ans, pump it up. Vous voyez? Donc, humainement, c'était hyper compliqué à gérer. Parce que moi, j'avais acquis une maturité déjà de par mon expérience passée, mais aussi de par mon âge, que les autres n'avaient pas acquis. Mais je ne pouvais pas être trop sévère avec ces gens-là, parce que leur âge et leur expérience leur permettaient ce manque de maturité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que certains, ils faisaient des trucs, je me disais, purée... Je faisais ça quand j'étais au cycle, ma gueule. Mais je pouvais pas lui crier dessus. Vous voyez, je pouvais pas lui crier dessus. Parce que il fallait que j'attende aussi qu'il fasse ses erreurs, ses machins, etc. Donc, je n'ai pas vraiment réussi pendant mon bachelor qui a duré 3 ans à me faire des amis ou à me lier d'amitié ou quoi que ce soit. En tout cas, à l'école, ok? Là, on reste vraiment dans le cadre scolaire. Je n'ai pas réussi à faire ça. Je pense aussi que c'est en grande partie de ma faute parce que je me suis fermée. Parce que comme je vous ai dit, j'avais énormément de choses et de pensées dans ma tête. Pour moi, je n'avais pas de plan B, je n'avais pas d'autre choix et j'étais là pour un but. Et donc, mes yeux, mon âme, mon esprit, tous mes efforts étaient fixés sur mon but. Donc, je n'avais pas le temps de faire des humanités. Je n'avais pas le temps d'avoir des potes, des trucs, des machins. J'étais vraiment métro, boulot, école. Et par chance, le système français, les gars, c'est les vacances ici, ok? Le système français, quand tu viens d'un système suisse, ici, c'est le Mexique. Tu es à la plage. L'école, c'était vraiment pas compliqué pour moi. En fait, c'est la vie qui s'est compliquée. Et honnêtement, même si je suis tellement reconnaissante de cette vie ici, tellement reconnaissante de ce choix, je vous promets qu'il y a énormément de choses que j'aurais aimé savoir avant de partir et de choisir de m'installer à Paris. La première, c'est que rien ne se passe jamais comme prévu. Absolument rien. Déjà, moi, j'ai pas prévu grand-chose parce que entre le moment où je me suis dit il faut que je me barre et le moment où je me suis barrée, il n'y a même pas eu 2 mois, donc j'ai pas eu le temps de prévoir grand chose. Mais en plus de ça, je me suis dit oh tranquille, ça va aller. Ça ne va pas. Ça ne va pas aller et ça n'a pas été. Sachez que si vous voulez vous installer dans un pays étranger, la première des choses que vous devez vous mettre dans la tête, c'est que rien ne se passera jamais comme vous l'avez prévu. Vous pouvez avoir un plan A, un plan B, un plan C, arriver sur place, la vie vous donnera un putain de plan D et il faudra gérer. Ok? Moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé dans le domaine administratif, ça tombe bien parce que quelqu'un m'a posé une question. L'administratif en Île-de-France, c'est un complot. C'est le pire truc qui me soit jamais arrivé. C'est lent, c'est long. Les gens sont incompétents, potentiellement irrespectueux sur les bords et comme c'est gratuit, ils se croient tout permis. Voilà. À titre d'exemple, j'ai mis 1 an et demi avant de me voir délivrer une carte vitale. 1 an et demi. C'est à ce point-là que l'administratif est vraiment long. Autre chose que j'aurais aimé savoir, il faut être humble. Ça a l'air logique comme ça, parce que oui, on aime bien dire « Alors oui, l'humilité précède la gloire, bla 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 ».
c'est encore plus vrai quand vous devez vous installer à l'étranger. Quand je dis qu'il faut être humble, je le dis dans le sens où il faut partir du principe que vous ne savez rien et que, en fait, rien de ce que vous avez vécu ou que vous avez eu dans votre vie ne ressemble à ce que vous allez avoir. Parce que moi, là, la petite dame, moi, je viens de Suisse. Bon sang, c'est quand même un des meilleurs pays du monde, si ce n'est le pays du monde. Je vous dis ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Mais honnêtement, je suis venue en mode chill ma race. J'étais en mode... Mais de toute façon, l'administratif en Suisse, c'est facile. La France, c'est un pays européen. Donc forcément, l'administratif va être facile en France. Kenny, jamais de la vie. Je suis venue ici en me disant, je vais faire ça, je vais m'inscrire dans telle banque, avoir tel document. J'ai fait 7 mois sans banque, tellement les banques mettaient du temps à m'ouvrir un compte. Quand je vous dis que l'humilité forcée que j'ai vécue dans ce pays, l'humilité, parce que quand vous vivez en Suisse, on va se dire la vérité, vous êtes hautain. Tellement la qualité de vie en Suisse, elle est 10 sur 10, on développe comme ça un côté où on regarde les autres comme ça. Et moi, je regardais les Français comme ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que ma belle, c'est ici que tu vas vivre maintenant. Donc roule des yeux, redescends sur terre, ok? Sois humble. Voilà. En plus du fait que tout ce qui est administratif, médical, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Quand moi, je suis arrivée, j'étais en plein dans les gilets jaunes. Votre go, là, quand elle est arrivée, il y avait des manifestations tous les samedis dans Paris, des gilets jaunes. Absolument tous les samedis. Et je vous donne vraiment un petit scoop comme ça. S'il y a une manifestation, les transports dans ce pays sont infernales. Comme si la manifestation des gilets jaunes ne suffisait pas, je me suis pris dans les pattes la grève des transports. La toute première, je crois que c'est la toute première grève en réalité que j'ai vraiment vécue. Et la grève des transports, à cette période-là, c'était un truc de malade. Pour vous donner une idée, je marchais entre 12 et 16 heures par jour. Dites-vous, vous marchez comme ça, vous ne savez pas où vous allez parce que vous ne connaissez pas la ville, vous ne connaissez pas le pays, que vous n'avez même pas un réseau téléphonique qui vous permet d'être joignable ou de joindre quelqu'un à n'importe quel moment. Je sais pas si vous réalisez dans quelle situation j'étais. Infernal. Après la grève des transports, donc là on est à peu près décembre 2019, janvier 2020, hein, en février 2020. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en février 2020? On a été confinés. Le confinement, le premier confinement hyper rude, mais tombé dessus. Je venais d'arriver, hein. Donc là, vous vous dites, ça fait ma nouvelle vie là, ça fait 4 mois, même pas, fin septembre, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait plus ou moins 5 mois que je suis dans ma nouvelle vie, que je marche dans ma destinée. Croyez-moi, marcher dans sa destinée, c'est pas facile. Franchement, je fais une petite aparté, mais je suis persuadée que la raison pour laquelle Dieu nous montre la destination et pas le trajet, c'est parce qu'il sait que si on voit à quoi ressemble le trajet, on ne voudra jamais arriver à la destination. J'ai souffert. Moi, je suis un peu une solitaire dans l'âme. Et ma cousine est un peu une solitaire dans l'âme. On s'est retrouvés confinés, toutes les deux. Et son comportement a un peu changé. Avant que je ne continue de vous raconter l'histoire, petit disclaimer. Ceci est ma version des faits, ma vision des choses, racontée avec beaucoup de recul, ok? Dans chaque histoire, il y a 2 versions. Elle aura certainement la sienne, j'ai la mienne. Ça ne veut pas dire que j'ai raison et elle a tort, ça ne veut pas dire qu'elle a raison et j'ai tort. Ça veut simplement dire qu'il y a 2 versions dans l'histoire, ok? Super. Donc, pendant cette période-là, son comportement a complètement changé. Vraiment, dans l'appart, on aurait dit des inconnus. Pour vous donner un exemple, elle avait des écouteurs et de la musique dans ses oreilles de 7h du matin à 7h du soir. Elle dormait avec les écouteurs. Comment vous voulez discuter avec une personne qui est dans un mood pareil? J'ai essayé d'améliorer des choses par la conversation, par la communication. Et en fait, ça n'a pas marché parce que j'avais en face de moi quelqu'un de très fermé qui voyait sa colère en elle s'agrandir, s'accroître de jour en jour, tout le temps, jusqu'au jour où elle m'a mis à la porte. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est tout. Tout ce que vous devez savoir, c'est que mes premiers instants à Paris, c'était gilets jaunes, grève des transports, confinement et se retrouver à la rue.
vous savez tout. Vous savez tout. Voilà, ciao. Pour la première fois, aussi sans doute la dernière, j'ai regretté mon choix. Cette question est beaucoup revenue. Est-ce qu'un jour, il t'est arrivé de regretter ce choix? La réponse est oui. À ce moment-là, quand vraiment, elle m'a mise à la porte, j'ai regretté. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mon père m'avait prévenu. Mon père m'avait prévenu. Mon père m'avait bien dit que ça n'allait pas fonctionner. Tout m'est passé par la tête. Si je ne m'étais pas désinscrite de l'université, j'aurais pu tenter un master. En fait, il y avait trop de si. Il y avait trop de si. Et oui, à ce moment-là, j'ai vraiment, très fort au fond de moi, regretté ma décision. Mais c'est parce que vraiment, émotionnellement parlant, c'était super compliqué. Ah oui, autre chose que je ne vous ai pas dit en plus de ça. Mon copain de l'époque m'a ghosté. Vous avez bien entendu. Vous avez très bien entendu. Essayez, s'il vous plaît, de digérer tout ça. On vous met à la porte. La personne qui est censée, du coup, vous soutenir, être là pour vous, disparaît. Oh Seigneur, ça vaut une story time. Si vous voulez cette story time, dites-moi en commentaire, on veut la story time du ghoster. Parce que ça en vaut. C'est très triste comme histoire, mais ça vaut le détour. Donc je suis rentrée en Suisse de mai 2020 à septembre 2020. Donc pendant que j'étais en Suisse, j'ai réussi mon année académique, malgré le Covid et tous les bordels. J'ai réussi mon année académique. J'ai réussi en fait à recoller quelques morceaux. Franchement, parce que j'étais vraiment brisée, hein. C'était beaucoup. La France m'avait vraiment... c'était chaud. Donc j'ai plus ou moins réussi à recoller les morceaux, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, j'avais pris suffisamment d'élan, entre guillemets, pour ressauter. Parce que là, j'avais réussi ma première année et j'avais vu que mon père avait vu en moi beaucoup d'évolution. Vous voyez, je pense qu'il avait décelé la maturité que tous les combats que j'avais dû mener m'avaient apporté. Et j'avais déjà un petit soutien. J'avais déjà des mots d'encouragement ici et là. Ça m'a quand même fait me dire, t'es sur quelque chose là. You're doing amazing, sweetie. T'es sur un truc, donc continue. Et donc, je savais qu'il fallait que je revienne sur Paris pour une rentrée en octobre, pour ma deuxième année de bachelor. Et là, je suis revenue à Paris sans logement. En fait, moi, quand j'ai une idée dans la tête, je fonce. Je pense pas forcément à la logistique et c'est très mauvais. Parce que je suis revenue dans cette ville, je n'avais pas de logement. Tout l'été, quand j'étais en Suisse, j'ai cherché des logements. J'ai failli me faire arnaquer 1000 fois, je n'ai rien trouvé. Mais le dimanche 4 octobre 2020, j'ai trouvé un logement dans lequel je suis actuellement et dans lequel je tourne cette vidéo. Et c'est marrant parce que c'est aussi la dernière vidéo que je tourne dans ce logement, parce que je déménage. On ne va pas pleurer, ok? On ne va pas pleurer. Donc, le 4 octobre, j'ai convenu d'une visite. Le 5 octobre, j'ai pris un avion depuis Genève. Non, j'ai pris un bus. Oh mon Dieu, j'ai pris le bus depuis Genève le 4 octobre dans la nuit. Je suis arrivée le 5 octobre. Dans tout ce chemin, j'ai toujours su que j'étais au bon endroit. Parce que quand j'arrivais au fond du fond, il y avait toujours à un moment donné quelqu'un qui croyait en moi. Quand j'arrive le lundi, parce qu'en fait vraiment j'arrivais en bus le lundi, j'avais juste le temps d'aller à l'hôtel, poser mes bagages, aller en cours et c'est tout. J'ai fini les cours à 17 h. J'avais rendez-vous pour la visite dans cet appartement à 18 h. Donc j'arrive au logement, évidemment il y avait encore l'architecte et tout ça. Et elle me dit, d'ailleurs vous savez quoi? Je pense que les murs de votre chambre devraient être jaunes. Je dis, comment ça jaune? Elle me dit, vraiment, je pense que les murs de votre chambre devraient être jaunes parce que la couleur jaune me fait penser à vous. C'est la première fois que je la rencontre. Pendant qu'elle me disait, moi dans ma tête, je me dis, ma belle, est-ce que tu sais où je vais dormir ce soir? Parce que là, il n'y a rien de solaire dans ma vie en ce moment. Il n'y a rien là. Là, c'est la neige. Là, il n'y a rien de solaire. Mais bon, c'est pas grave, je la connais pas. Je me dis, elle est dans son délire et tout tranquille. Et comme elle est gentille, je m'en fous. Et elle me dit, écoutez, vous savez quoi? Je vous réserve le logement. Il est pour vous. Sachez juste qu'on a besoin que l'architecte fasse son travail jusqu'au bout et vous pouvez aménager le 10. Donc en fait, j'avais 5 jours d'errance immobilière, ok? Ça, là aussi, on rentre pas dans les détails. Retenez juste que j'avais 5 jours d'errance immobilière, ok? Donc le 10, j'ai aménagé ici et depuis, tout se passe super bien. Ma bailleresse et moi, on est comme as. Avec elle, tout se passe mais super bien. D'ailleurs, c'est un contact que je garde. Elle sait déjà que c'est la première personne qui viendra dîner chez moi une fois que je me serai installée et que j'aurai meublé. Enfin bref,
C'est super. Comme je trouve cet appart ici, les choses s'améliorent pour moi. On a eu un deuxième confinement et là, c'était le meilleur confinement et aussi la meilleure période de toute ma vie. Pourquoi? Parce que je me retrouvais enfermée chez moi, seule. J'ai eu le temps de contempler, hein, j'ai vraiment le temps de me dire, punaise, c'est moi qui fais tout ça. J'ai pas trouvé un stage cette fois-ci, mais j'ai fait mieux. J'ai trouvé une alternance, donc j'avais un salaire qui me permettait de subvenir à mes besoins. En fait, je commençais à être autonome et je commençais à réaliser à quel point j'avais bien fait d'écouter ma voix interne, de revenir en France malgré ma première expérience désastreuse. Voilà, fallait quand même qu'on ait un bachelor, les gars, là-haut. On ne va pas venir, on fait une année et on me dit on abandonne. Qui fait ça? Pas moi en tout cas. La vie a suivi son cours et finalement j'ai eu mon bachelor. Je me suis pas fait des amis à l'école, mais je me suis fait des amis en dehors de l'école, principalement grâce au réseau. Parce qu'en fait, il y avait des gens avec qui je parlais sur les réseaux sociaux quand j'étais à Genève. Et c'est des personnes qu'au final, j'ai rencontrées ici, qui m'ont fait rencontrer des amis. Et donc, on est devenus des amis. En fait, en vivant ici et en ayant cette mauvaise expérience, on va dire, sociale, humaine, amicale, pendant mes années de bachelor, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je change quelque chose en moi pour, mieux m'adapter et potentiellement rencontrer des personnes. Donc c'est maintenant que je réponds à la question, as-tu modifié des éléments de ton comportement pour mieux t'adapter à ton nouveau milieu? Oui. J'ai dû être, j'ai dû être tolérante. Ouais. J'ai dû apprendre la tolérance. Je dis pas que je suis quelqu'un d'intolérant. Je dis que je suis quelqu'un d'intransigeant. La meuf qui joue sur les mots. Non, c'est vrai. J'ai dû apprendre à être tolérante et comme je vous disais au début, humble. J'ai dû aussi apprendre que les autres ne sont pas comme moi, ne pensent pas comme moi, ne réagissent pas comme moi, ne réagissent pas comme mes copines. Parce que alors, moi, je vous explique, hein, je suis amie avec Arlinda et Katrina, j'ai besoin que tout le monde soit Arlinda et Katrina. Mais ce n'est pas possible. Et ça, j'ai dû l'apprendre. J'ai dû me rendre à l'évidence et me dire que bon, je ne vais pas retrouver une autre Arlinda et Katrina, je vais trouver d'autres personnes, il faut s'adapter. Et donc, en fait, j'ai appris à aller vers les gens, j'ai appris à m'ouvrir aux gens, j'ai appris à inviter les gens aussi, enfin vraiment dans le sens où c'est moi qui dis, venez on fait ça, venez on va là, venez on va ci, venez on va ça. Et c'est génial parce que je vis ma meilleure vie, j'ai des potes à la compote du tonnerre. Là, je pense que c'est un bon moment pour faire la transition avec la question suivante. Quelles sont, selon toi, les astuces pour s'adapter au changement? Comme je vous ai dit au début, quand vous partez à l'étranger, il faut que vous partiez du principe que rien ne se passera jamais comme prévu, d'une. De deux, il faut que vous fassiez preuve d'humilité, n'est-ce pas? 3, il faut que vous appreniez à aimer être seul. Je ne dis pas que vous devez apprendre à être seul, La vie va vous obliger à être seul. De toute façon, vous connaissez personne, vous allez être seul. Ce qu'il faut apprendre pour éviter de sombrer, c'est apprendre à aimer être seul. Il faut que vous aimiez la solitude. Je sais, c'est difficile, c'est flippant parce que ça vous oblige à vous retrouver avec vos pensées, avec tous vos doutes aussi. En fait, quand vous êtes seul, vous êtes obligé de vous remettre en question. Donc, je sais que ça peut être intimidant et que ça peut faire peur, mais croyez-moi, c'est vraiment hyper bénéfique parce qu'une fois que vous pouvez être seul avec toutes ces pensées-là, vous allez apprendre, vous allez trier, vous allez comprendre, vous allez réussir à savoir quelles sont vos limites, quelles sont vos capacités et je vous promets que vous avez des capacités insoupçonnées. Ensuite, vivez chaque changement comme une étape qui vous emmène vers votre but. Il n'y a que ça qui va vous aider. Il n'y a que ça. Parce que si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas le changement, moi je suis vraiment une meuf, j'aime pas le changement, mais j'ai été obligée de me faire au changement. Je suis venue, j'avais un logement, on m'a mis à la porte, c'est un changement, ok? Je pars du logement de mes parents où je suis nourrie, logée, blanchie à un hôtel complètement miteux, à me retrouver à devoir dormir avec un drogué. C'est du changement, vous voyez? Il faut le voir comme une étape pour atteindre un objectif. Moi, tout ça, je me disais tout le temps, il faut au moins que j'ai un bachelor. Actuellement, ça va, vraiment, je vais bien. Le logement, comme je vous disais, le logement dans lequel je suis aujourd'hui, je vais devoir le quitter. Ça fait 3 ans que je vis là. J'ai pris la décision de le quitter et donc ce sera mon premier vrai déménagement. J'appréhende, je vous avoue, mais je suis tout à fait excitée
Déjà parce que j'arrive pas à croire que c'est la petite fille là qui était toute apeurée de partir sans son papa qui va réaliser et qui va sauter ce grand pas là, mais aussi parce que en fait je réalise que j'ai réussi. J'ai réussi et que je suis capable de faire un tas de choses. À côté de ça, comme je vous ai dit, j'ai eu mon bachelor, je viens de terminer ma première année de master. La communication, c'est toujours mon domaine. Maintenant, je me suis spécialisée en stratégie de communication. Là, en septembre, je vais commencer donc ma deuxième et ma dernière année d'études, en réalité, qui est aussi ma dernière année de master en stratégie de marque internationale. Et vraiment, je me réjouis déjà parce que j'arrive pas à croire que ça y est, c'est la fin, vous voyez. Vraiment, c'est la fin. En plus de mes études qui vont bien, je bosse dans l'une des plus grandes boîtes de communication et de publicité au monde. Qui aurait cru, franchement? Dites la vérité. Moi, j'aurais pas cru. Vous aurez cru, vous? Dites oui, parce que... Dites que vous l'aviez vu en moi, s'il vous plaît. Franchement, c'est plutôt cool. Et j'en viens même à remercier ma cousine de m'avoir foutu à la porte, parce que du coup, j'ai trouvé un super appart. Je suis super bien logée. Bénef. Mais je vous avoue que j'ai aussi le sentiment et la petite larmichette, parce que j'ai aussi l'impression que mon aventure à Paris va bientôt s'achever. Parce que bon, à la base, moi j'étais venue ici pour faire mes études. Je ne comptais pas y faire ma vie, si je suis très honnête avec vous. Je ne comptais pas un jour me trouver un appart à moi, meublé. C'est ce qui va se passer, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Comme quoi, rien ne se passe jamais comme prévu. Est-ce que j'ai des projets d'avenir dans ce pays? Écoutez, non. Si vous voulez, je n'ai pas de gros projets à long terme. J'ai des projets à court, moyen terme, mais je n'ai pas de projet à long terme à Paris. Dans 2 ans, est-ce que tu serais encore dans ce pays? Et si tu devais le quitter, ça serait pour quelle raison? Je n'ai pas envie de m'avancer. Je sais en tout cas que dans 3-5 ans, je ne serai plus là. Mais je ne peux pas vous dire avec exactitude que dans 2 ans, je ne serai plus là. Je sais que je vais quitter le pays. Les raisons sont que le pays m'a apporté ce que j'avais besoin qu'il m'apporte. Et je pense qu'au moment où je vais le quitter, je le quitterai au bon moment. Si c'était à refaire, est-ce que tu choisirais encore Paris comme expatriation? Avec beaucoup de recul et finalement de maturité acquise dans le processus, je me rends compte que je n'ai pas choisi Paris. En fait, je pense que Paris m'a choisi et je pense sincèrement que cette ville m'a ouvert les bras quand personne n'était disposé à me donner un câlin. Je ne sais pas si ça fait du sens. Donc je n'ai pas l'impression que j'ai choisi Paris, j'ai l'impression que Paris m'a choisi. Ensuite, si tu devais rentrer demain, qu'est-ce qui te manquerait le plus à Paris? La nourriture, l'accès à la culture me manquerait beaucoup parce que si on considère que je rentre en Suisse, la Suisse c'est un petit pays. Il n'y a pas beaucoup de points d'ancrage culturel déjà de base. Et en plus de ça, on n'a pas accès à la culture aussi facilement et à aussi grande échelle, entre guillemets. Parce que vraiment, ici à Paris, vous avez des musées sur à peu près tout. Culturellement parlant, c'est vraiment très, très, très riche. Et ça me manquerait. Et vraiment, par-dessus tout, si je devais rentrer, je pense que toutes les formidables personnes que j'ai rencontrées ici me manqueraient beaucoup. En fait, c'est même pas que je pense, je le sais. Ces personnes-là m'ont rencontrée en même temps que je me suis rencontrée moi. Donc vraiment, par-dessus tout, les humains que j'ai rencontrés ici me manqueraient beaucoup. Ensuite, est-ce que tu comptes revenir vivre en Suisse un jour? Yaï! Écoutez, pour l'instant, non. Parce que je pense que le monde a beaucoup mieux à m'offrir. Parce que maintenant que j'ai sauté le pas et que j'ai vu ce que c'était de partir, de recommencer à zéro, j'ai vu ce que ça apportait humainement, ce que ça apportait émotionnellement, psychologiquement, mentalement. Et j'ai envie de retenter l'expérience avec la même peur, avec la même boule au ventre, avec le même stress, mais avec une niaque différente parce que maintenant je suis armée différemment et je sais que je vivrai, j'appréhenderai, je surmonterai aussi les épreuves de manière très différente avec une autre maturité, avec une autre appréhension et une meilleure humilité aussi. Donc non, je compte pas revenir en Suisse. En tout cas pas tout de suite, mais un jour peut-être. Un jour peut-être. Ah, il y a une question à laquelle j'avais déjà répondu,
qui m'a été reposée. Je pense que j'ai acquis encore plus de maturité pour pouvoir répondre à cette question. Et du coup, je conclurai avec cette question. C'est la suivante. Quel conseil tu donnerais à la Andy du passé? À la Andy du passé, je lui dirais, ton intuition est la bonne. Fais confiance à ton intuition. Ce que tu penses et tu ressens au fond de toi, c'est juste. Tu n'es pas au bon endroit. Tu vas arriver au bon endroit, mais pour ça, il faut que tu aies le courage de te lancer, il faut que tu fasses confiance à ton intuition et il faut que tu écoutes ta voix interne. Parce qu'il n'y a que elle qui sait, il n'y a que toi qui sais. Les autres autour, ils ne savent pas. Ils ne font que projeter leurs peurs, leurs craintes, leurs doutes, mais toi, au fond de toi, tu sais. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. J'espère vous avoir donné envie de sauter le pas, même si je sais que voilà, j'ai vécu des expériences un peu tragiques. Tout le monde ne vit pas les mêmes expériences et c'est ça qui rend l'expérience aussi belle. Mais en tout cas, j'espère que je vous aurai motivé à faire le même choix, à vous décider à partir à l'étranger. Si vous êtes quelque part en ce moment, même si vous êtes en Suisse et vous vous dites j'aimerais bien aller dans tel pays pour tenir une année, mais je ne sais pas si, arrête de penser, vas-y. Je vous recommande cette expérience à 1000% parce que c'est une expérience humaine, émotionnelle, psychologique assez intense. Vraiment, vous passez de là à là. Alors, vraiment, ça... Et ça va super vite, mais vous allez aussi de là à là super vite. Vous apprenez beaucoup sur vous. Et ce qui est vraiment très beau, c'est que vous finissez par vous rendre compte que vous n'êtes pas la personne que vous croyez que vous êtes. Parce que dans l'environnement dans lequel vous êtes actuellement, vu que vous ne l'avez jamais changé, vous avez donc le même entourage et le même environnement. Et ça fait que vous êtes devenu le produit de votre environnement. Il faut bouleverser vos habitudes, changer votre environnement, transformer votre vie. Et là, vous allez vraiment, je l'espère en tout cas, découvrir qui vous êtes, ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller et ce que vous aimez. Voilà, on se retrouve une prochaine fois, certainement pas à la même heure, mais au même endroit. La bise. Mouah.